Récits de l'Orient-Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Nous, on a une raison d'être très très claire, c'est vraiment cette logique de protection des espèces. Donc qui dit protection des espèces dit qu'on ne va pas chercher à protéger des espèces qui n'ont pas besoin de l'être. Un de nos engagements, là à l'entrée, il y a des ibis chauves, vous avez dû passer devant. Le jour où cette espèce elle redescend en dessous du niveau vulnérable, je peux vous assurer qu'il n'y a plus d'ibis chauves dans cette volière. Je m'appelle Sébastien Musset et je suis chef d'orchestre aux Terres de Natae depuis mai 2021. Épisode 2. Sébastien Musset. Rendez-vous en terre de Natae, à Pont-Scorff. Là, on est pour moi dans le plus bel endroit du site. Donc là, vous êtes juste à l'entrée du site. On vient de passer le portail. Pourquoi le plus bel endroit ? Parce que c'est encaissé, on est au milieu d'un chemin très boisé. C'est très bucolique, ça fait vraiment vallée des druides. Et cet endroit est magique parce qu'il est en fait hyper apaisant. On passe les portes à travers cette petite vallée qui est pas très longue, elle fait une 40aine de mètres de long. On rentre dans un autre monde, quoi. Cet autre monde se trouve à l'ouest de l'Orient Agglomération, à Pont-Scorff, reconnu comme ville des métiers d'art pour les nombreux artisans qui y travaillent. À juste 2 km des ruelles pavées se trouvent les terres de Natae, anciennement connues sous le nom de zoo de Pont-Scorff. Il fait partie de la vie des Scorvipontins et Scorvipontaines depuis 1974 et en 50 ans, le zoo a connu plusieurs vies au gré de ses propriétaires jusqu'à se retrouver en 2021 en liquidation judiciaire. Et c'est à ce moment-là que Sébastien Musset entre en scène. 2 ans plus tard, les terres de Natae ont repris leur activité. En 2023, elles ont accueilli 200 000 visiteurs. Être entrepreneur, je pense qu'il y a une part de folie en fait, vraiment. Parce que sinon on le fait pas en fait, et encore plus dans une boîte en liquidation judiciaire et peut-être encore plus dans un concept de zoo, puisqu'à l'époque c'était le zoo de Pont-Scorff. Donc il y a d'abord un terreau favorable, clairement. Après il y a une petite graine qui est vraiment cette passion des animaux et donc il y a le terreau, il y a la graine, et puis après il y a le hasard du climat, on va dire, et le climat c'est cette nouvelle qui tombe qui dit le zoo de Pont-Scorff est en redressement judiciaire. Et quand je vois le message sur Facebook d'un ami, du fils d'un ami, qui m'envoie ça en me disant tiens, tu cherches une aventure, ils auraient bien besoin de quelqu'un comme toi. Et là je me souviens très bien, il est 19h et jusqu'à 1h du matin, je vais envoyer des mails à Alain Le Hérite, qui est l'ancien directeur du zoo de Pont-Scorff ici, à Pierre Gay, qui est de la famille des fondateurs du bioparc de Douai-la-Fontaine, de Patrice Faure, qui était le préfet du Morbihan à ce moment-là, Fabrice Loher, maire de Lorient, président de l'Agglo, et je vous rencontre quand vous voulez. Et c'était des réponses en 24 heures, quoi. Et l'histoire, elle commence comme ça. On a repris le site après décision du tribunal, c'était le 21 mai 2021. On réouvre au public le 21 juin 2022, donc à peine un an. Un an pour faire 25 nouveaux espaces animaliers, 5 bâtiments, 20 000 m² de peinture, 4 km de garde-corps, et on a dû faire 2 km de route, de bitume, de chemin. Puis tout ce que j'oublie, l'assainissement, etc. Enfin, ça a été un rythme mais hallucinant, parce que là on parle que des travaux, mais il y a la communication, on en parlait, il y a les systèmes de billetterie, il y a la restauration, il y a eu tout à remettre en place. Vous avez certainement dû en entendre parler. En novembre dernier, la tempête Ciarán a frappé la Bretagne. Et l'Orient-Bretagne Sud n'a pas été épargné. Des vents atteignant 147 km/h ont traversé l'agglomération. Aux terres de Natae, il y a des dégâts, et seulement un an après son ouverture, il faut alors compter sur la solidarité. Une cagnotte est mise en ligne, 2000 personnes y participent et 90 000 € sont récoltés. On a une chance de dingue, la tempête Ciarán l'a démontré. On fait un appel... C'était le jeudi, la tempête était dans la nuit de mercredi à jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Le jeudi, donc, avec l'aide de Pauline, on fait un appel sur les réseaux en disant qu'il nous faut des groupes électrogènes, parce qu'on sait que Enedis est complètement submergé et qu'il y a des hôpitaux, il y a des EHPAD. Donc, nous, on est très, très à fond sur l'animal, mais enfin, il y a aussi des humains qui sont dans des situations très compliquées, et que, je ne sais pas, 3 heures après, on remet un message en disant c'est bon, on en a trop. Que le dimanche on a 300 personnes qui se pointent avec les souffleurs et tout, là ça y est, on sait qu'on a reconstruit une grande famille autour d'un projet qui, je pense, nous rassemble tous, en tout cas pour ceux qui sont venus visiter, quoi. Alors aujourd'hui on est 44, nous on a repris quasiment tous les postes de travail qui étaient là, c'est-à-dire une douzaine, et puis ça grandit vite. On a 2 organismes adaptés, on va dire, donc un qu'on qualifie vraiment d'ESAT, au sens travail adapté, donc avec des collègues qui sont atteints de syndrome autistique.
Donc c'est une équipe qui est sous l'égide d'un moniteur, hein, qui va travailler sur tout ce qui est récupération des fruits et légumes, des invendus auprès de la grande surface. Et on récupère beaucoup de choses et ça nous fait du bien. Et du coup ensuite les trier suivant les fiches nutrition qui sont définies par les vétérinaires et les soigneurs ici. Donc, c'est eux qui font toute cette préparation-là, ce qui du coup soulage les soigneurs et permet aux soigneurs de faire un meilleur travail d'observation avec les animaux qui sont là. Et on a un deuxième organisme qui n'est pas un ESAT autant que tel, mais on va dire de gens qui sont un peu cabossés par la vie. Et on a une dizaine donc, de collègues sur la partie ESAT et une dizaine aussi de collègues qui, eux, vont s'occuper de tout ce qui est espace vert. On est sur une zone boisée classée dans toute cette partie-là là, qui remonte quasiment jusqu'à la fin du parc. On a beaucoup de chênes, on a beaucoup de châtaigniers, on a des ormes, on a le pin qui est là-bas a probablement entre 60 et 70 ans minimum. Les chênes qu'on voit, ils ont plus de 50 ans. C'est aussi pour ça que ça s'appelle les terres de Natae et pas le parc de Natae ou autre. Voilà, on est vraiment sur un côté très, très arboré. Ouais. Alors là, par exemple, on a un visiteur qui arrive qui est un de nos passes annuels, donc un régulier. Donc lui, il vient très souvent en tenue de camouflage avec un appareil photo qui est juste incroyable, puisque je pense que la longueur de son objectif doit faire l'équivalent de ma jambe. Et donc il se poste en fait terré dans des endroits improbables et il prend des photos des animaux. Lui, il va rester peut-être 3 heures à observer les lions. Cette relation animalière commence avec la découverte des macareux et des fous de bassin sur un zodiaque avec mon grand-père. Mes grands-parents paternels avaient une maison dans laquelle on vit aujourd'hui avec ma femme et mes enfants à Perros-Guirec, dans les Côtes d'Armor, côte de granit rose. Et une maison qui est très importante pour moi dans une construction d'enfants qui a beaucoup habité avec mes grands-parents et qui est face à l'archipel des 7 îles, donc, sur lequel il y a notamment une île qui s'appelle Rouzic, l'une des 7 îles où il y a l'une des plus grandes colonies de fous de bassin au monde, et là où s'est créée la Ligue de protection des oiseaux, en fait, la LPO. Moi, c'est le paradis, quoi. Donc ça a toujours été, même un peu plus tard, quand j'ai eu la chance de pouvoir racheter cette maison. On habitait à Paris avec ma femme, et à l'époque, on avait 2 enfants, et on prenait la route tous les vendredis soirs. Et on revenait le dimanche, alors en fonction des saisons, on revenait soit vers 20h, soit vers minuit, soit vers 2h du matin. Mais pour moi, c'était l'échappatoire. Ça a toujours été l'espèce de bulle d'oxygène où j'oublie tout, quoi. Et puis il y a une opportunité qui s'est ouverte avec le directeur général du Crédit Mutuel Arkea qui m'a dit tiens, j'ai un truc à te proposer au Rélec Kerhuon. Et on s'est dit bah tiens, là c'est peut-être un signe pour qu'on aille habiter là-bas. Donc on a déménagé tout le monde, 2 enfants, puis 3, puis 4. Fin de la série, 4 maximum. Et donc on habite tous maintenant dans cette maison de mon grand-père, enfin de mes grands-parents. Vous l'avez compris, le parcours de Sébastien Musset est très éloigné du monde des parcs animaliers. Il a fait des études d'ingénieur. Une fois diplômé, il se dirige vers les ressources humaines, d'abord dans les assurances, puis dans les banques. A priori, pas grand-chose à voir avec les animaux. Alors vous vous demandez sûrement d'où vient cette envie de travailler à leur contact. Eh bien pour ça, il faut revenir quelques années en arrière, quand Sébastien Musset a 7 ans. Et moi j'étais un grand adepte de ramasser tout ce qui passe, donc progressivement la chambre d'enfant devient un mini zoo. Donc on partait se balader au bois, il y avait des têtards qui revenaient et puis des grenouilles dans la chambre. Il y avait un aquarium, il y avait un chien, il y avait un cochon d'Inde, des hamsters, des souris blanches, des tortues, voilà, des chats. Et jamais personne n'a mangé les autres, jamais personne n'a blessé les autres. Mais c'était mon petit univers voilà, quand j'étais pas en Bretagne, j'étais dans cette chambre en région parisienne et c'était un équilibre. La relation avec l'animal depuis mes 7 ans jusqu'à aujourd'hui, mais en particulier de 7 à 15 ans, elle m'a sauvé quelque part. Repartir dans un projet comme j'essaye de faire ici, c'est aussi une façon de leur rendre la monnaie de leur pièce, entre guillemets, et de leur dire, bon, à une petite échelle, on va pas sauver le monde à Natae, on va peut-être mettre une petite goutte d'eau dans le bazar, mais ça vient de là. Donc on a choisi de se baser sur les travaux de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, dont on commence à parler, qui fait des études sur plein d'espèces animalières chaque année pour les classer dans 7 niveaux. Le niveau 7 étant n'existe plus. Et donc nous, notre enjeu, c'est d'héberger des espèces ici qui sont au niveau 3, qu'on appelle vulnérables, et de se dire que ce qui est en dessous, finalement, n'a pas vraiment besoin d'être en captivité, si ce n'est peut-être pour émerveiller les gens. Mais du coup, nous, on a choisi un modèle différent qui est de dire on veut émerveiller, mais en même temps être utile. Mais l'enjeu, c'est de se dire qu'on participe à des programmes avec de la reproduction, avec de la génétique, avec l'ambition d'apporter notre petite pierre. Nous, on a une raison d'être très très claire, c'est vraiment cette logique de protection des espèces. Donc qui dit protection des espèces dit qu'on ne va pas chercher à protéger des espèces qui n'ont pas besoin de l'être. Un de nos engagements, là à l'entrée, il y a des ibis chauves, vous avez dû passer devant. Le jour où cette espèce elle redescend en dessous du niveau vulnérable, je peux vous assurer qu'il n'y a plus d'ibis chauves dans cette volière. Donc là on arrive sur un endroit qui ressemble à ce que je voudrais qu'on fasse partout.
Donc, c'est la grande volière sud-américaine. C'est un endroit, qui est assez magique parce qu'il respecte notre raison d'être sur des enjeux de conservation très forts. Il fait de la mixité d'espèces, donc il y a des interactions pour la psychologie des espèces et des animaux, c'est hyper bénéfique. Il est grand, il est vraiment, voilà, structurellement, on a de la place quand on respire. Il offre une proximité avec la nature, avec notre Bretagne, hein, le SCAF qui est derrière. Il est beau cet endroit-là, il est apaisant. Et puis c'est un endroit où si vous vous posez, là vous entendez encore des bruits d'aras, de la famille des Psittacidés. Ouais, quand vous voyez des vols comme ça, il y en a un qui est venu nous voir. Un de mes rêves, mais on ne l'a pas fait pour le moment, c'était de mettre un certain nombre de transats en bas là, et de permettre aux gens juste de se poser, voilà, de prendre le temps, quoi, d'écouter le bruit de l'eau. Le bruit des perroquets est un tout petit peu moins mélodieux. Mais ça, c'est un endroit magique. Vous vous demandez peut-être ce qu'aime Sébastien Musset à Lorient-Bretagne Sud, alors c'est le moment du tac au tac. Quel est votre endroit préféré à Lorient-Bretagne Sud ? La plage de l'Armor-Plage. C'est vrai que l'Armor-Plage porte bien son nom entre celle de Kerguelen, celle de Toulard ou encore Lokeltas, mais la plage à laquelle Sébastien Musset pense, c'est Port-Maria, avec sa promenade qui n'a rien à envier à celle de Perros-Guirec. Votre plat local favori ? C'est dur, ça c'est super dur. Le plat local préféré, la langoustine. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais la langoustine est une véritable spécialité locale. Le premier port de pêche français de débarquement de langoustines vivantes est ici, à Lorient, et c'est le port de Kéroman. Un petit mot en breton ? Degemermat, ce panneau que j'ai vu si souvent quand j'arrivais de Paris pour rejoindre Perros. Un son qui vous rappelle le territoire. Le bruit de la mer. Votre saison préférée aux terres de Natae. L'automne. Si vous aviez du temps pour pratiquer une activité, laquelle ce serait ? J'ai malheureusement pas assez de temps, mais simplement la baignade dans les rouleaux de la plage de Trestraou à Perros-Guirec. Si je pouvais avoir un peu plus de temps pour ça, je serais content. Certes, les plages de Côte d'Armor sont très jolies, mais pas besoin de faire autant de kilomètres pour trouver des rouleaux. Il y en a par exemple à Guidel, spot de surf et de baignade. Un rêve pour Lorient Agglomération. Dans le classement des villes dans lesquelles il fait bon vivre, leur souhaiter d'être premier. Depuis 2 années consécutives, Lorient est 6e à ce classement. On se quitte donc sur ce vœu et en chanson. Et alors, il faut savoir que les terres de Natae ont un parrain de cœur et qu'il est aussi chanteur. C'est Vianney. Le chanteur est venu interpréter un morceau pendant l'inauguration du parc et il a aussi relayé l'appel aux dons après la tempête Kiaran. Vianney est donc le choix musical de Sébastien Musset pour clore cet épisode. La vie me suffit de Vianney, de son dernier album à 2 à 3, et un clin d'œil incroyable à ce gars qui a une vie de dingue et qui prend toujours le temps d'un petit message, d'un petit texto, et qui, je sais pas comment il fait, il doit réussir à sentir à distance quand il y a un petit coup de mou, quoi. Récit de Lorient-Bretagne Sud, à la découverte d'actrices et d'acteurs du territoire. Un podcast proposé par Lorient Agglomération et réalisé par Radio Balise. Moi qui pensais que cette vie serait meilleure ailleurs. Moi qui pleurais, j'ai longtemps cherché l'erreur. J'ai grimpé des montagnes et des vallées. À chaque fois en bas, j'ai mieux regardé. Plus besoin de me courir après. La vie me suffit. La vie me suffit.